Steve Eisen est le gestionnaire de portefeuille principal chez Neuberger Berman. Il a accumulé une valeur nette estimée à 1,5 milliard de dollars. Steve est généralement assez discret, mais bien sûr, tout cela a changé lorsqu'il a été présenté dans le film tiré du livre de Big Short, joué par Steve Carell. Comme Michael Burry, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, Steve est aussi un investisseur très rationnel et hautement analytique. Heureusement pour nous, il est apparu beaucoup plus souvent dans les médias au cours des 6 derniers mois environ, donnant son avis sur la politique monétaire, où l'économie pourrait aller, et aussi sur ce dans quoi il investit chez Neuberger Berman. Intéressant, contrairement à beaucoup d'autres qui sont invités par les médias pour leurs sentiments pessimistes et sombres, Steve, malgré son scepticisme envers le système, a en fait été assez optimiste quant à la perspective économique actuelle. Nous sommes un peu dans une situation intéressante où nous sommes certainement préoccupés par l'économie pour des raisons liées à la Fed et aux réductions de taux de la Fed. Nous sommes inquiets que l'économie reste forte et que l'inflation, je pense que c'est plus que de rester forte, en fait, je pense qu'il y a eu une réaccélération. Mais nous sommes aussi inquiets qu'il y ait une récession parce que la Fed devra en provoquer une. Donc nous sommes inquiets que l'économie soit trop forte et qu'il puisse y avoir une récession. Tout le monde espère un peu une catastrophe parce que nous sommes inquiets. Et est-ce que cela s'est déjà produit? Peut-on vraiment le planifier? Tout le monde devrait juste se détendre selon Steve. Alors qu'il y a beaucoup de choses dans le monde qui suscitent des inquiétudes, que ce soit les taux d'intérêt plus élevés, l'inflation, les tensions géopolitiques, etc., lorsque Steve regarde les statistiques sous-jacentes comme la performance des entreprises, les salaires des travailleurs, le chômage, les facteurs économiques qui influenceront le plus rapidement et le plus significativement la qualité de vie d'une personne, il note que pour la plupart, l'économie semble avancer relativement facilement, du moins beaucoup plus facilement que les grandes récessions du passé auxquelles tant de gens sont prompts à comparer cette période actuelle. Et cela est également évident par le fait que l'inflation persiste un peu plus que prévu. L'inflation du côté de la demande ne peut vraiment persister que si les gens ont de l'argent pour continuer à acheter. Et c'est exactement ce que Steve observe se produire. C'est ce qui conduit Steve à exprimer cet avis assez impopulaire selon lequel la Réserve fédérale ne devrait pas vraiment jouer avec l'idée de réduction de taux pour le moment. Car il n'y a vraiment pas besoin de le faire. Et vous ne voulez pas augmenter la probabilité d'une inflation supplémentaire. Vous savez, lorsque Powell a dit, la semaine dernière, que les conditions financières sont tendues. Donc, je veux dire, à mon avis, l'économie va bien. Il ne devrait personnellement pas y avoir de coupure de la Fed cette année. Et vous savez que le marché fera ce qu'il veut, mais l'économie va bien. Vous savez, les choses vont bien. La Fed ne devrait rien faire et attendre que les données faiblissent, car il n'y a pas de données faibles. Et j'ai beaucoup parlé de cela récemment dans certaines vidéos. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus dans celle-ci, mais c'est l'opinion impopulaire détenue par de nombreuses personnes très remarquables. Jamie Dimon, Ray Dalio, Howard Marks, pour n'en citer que quelques-uns que j'ai couverts ici sur la chaîne. L'idée est que parce que la baisse des taux d'intérêt ne peut qu'entraîner une inflation, pourquoi le feriez-vous lorsque les facteurs économiques ne le demandent pas? Et la seule chose dont vous n'avez pas encore le plein contrôle est l'inflation elle-même. C'est pourquoi Steve dit que tout le monde devrait juste se calmer, l'économie se porte relativement bien et la seule chose que la Fed ne devrait pas faire, c'est baisser les taux. Ma crainte réelle est que si la Fed devait effectivement réduire les taux, le marché devienne, je suppose, boublicious. Et alors nous aurions vraiment un problème, vous savez, même si personne ne m'appelle jamais. Vous savez, je ne ferais tout simplement rien. Pourquoi feriez-vous quelque chose lorsque l'économie va bien? Vous ne pensez pas que nous devons augmenter? Non, je ne le pense pas. Mais en fait, ma crainte est que s'il coupe, nous devrons finalement réellement augmenter. Ce serait la pire chose possible qui pourrait arriver. Donc vous savez, une des choses que j'ai apprises en tant que gestionnaire de portefeuille est peut-être la chose la plus difficile à faire en tant que GP est de ne rien faire, parce qu'il est tellement facile de faire quelque chose. La chose la plus difficile à faire est simplement de s'asseoir et de dire d'accord, tout va bien. Attendons simplement, et si les choses deviennent un peu faibles, alors nous pouvons réduire. Réduire les taux est évidemment une mesure de relance, donc il est logique de garder cette réduction à portée de main jusqu'à ce que l'économie l'appelle réellement, plutôt que de le faire maintenant juste pour rendre une économie déjà chaude encore plus chaude. C'est donc l'opinion de Steve. Mais je voulais approfondir ses pensées un peu plus, donc à son avis, l'économie est en plein essor. Le marché commence à utiliser son expression presque bubblicious en ce moment. Mais quels sont les principaux moteurs de cette économie et de ce marché boursier prospère? Les deux grands thèmes qui animent l'économie, et plus tard nous verrons comment Steve tire profit de ces forces macroéconomiques. Qu'est-ce que vous pensez qui alimente cette économie cependant? Est-ce de nouveaux gains de productivité que l'IA arrive d'une manière ou d'une autre? Je pense que les deux grandes choses qui se passent en ce moment, c'est quoi? Non, je ne pense pas que ce soit la liquidité en soi. Je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'il y a une véritable IA, il y a de vrais investissements, et il y a une quantité énorme d'argent dépensé dans les infrastructures. Et il y a toujours une pénurie d'emplois. Donc le consommateur va bien. Donc selon Steve, les deux forces qui alimentent actuellement l'économie sont le développement de l'IA et l'investissement dans les infrastructures. Il n'est pas l'un des spéculateurs en IA qui ont fait grimper des actions comme Nvidia de 200% au cours des 12 derniers mois. Ce qu'il dit, c'est que bon nombre des plus grandes entreprises du monde ont commencé à investir de manière significative dans l'IA et les infrastructures pour développer de nouvelles technologies, et cet investissement a contribué à stimuler l'économie. Goldman Sachs a signalé l'année dernière que les investissements dans la technologie de l'IA pourraient atteindre environ 200 milliards de dollars d'ici 2025,
Un investissement qui, je cite, se produira probablement avant que l'adoption et les gains d'efficacité ne commencent à entraîner des gains importants de productivité. Il ne mise pas sur les grandes entreprises qui essaient de créer l'IA de l'avenir. Il constate simplement qu'il y a beaucoup d'investissements en cours dans la technologie de l'IA et que cela contribue à stimuler l'économie. Cela nous amène au plus gros pari de Steve pour 2024, le prochain facteur clé de l'économie, qui relève vraiment de son argument sur l'IA, et c'est l'infrastructure. Si vous avez écouté l'une des interviews ou des podcasts de Steve au cours de l'année écoulée, vous saurez qu'il est très intrigué par le paysage actuel de l'infrastructure aux États-Unis. Il y a 3 grandes histoires de notre époque en ce moment, et ce sont l'IA et tout ce qui s'y rapporte, les infrastructures et la cryptographie, et je crois aux 2 premiers, et je ne crois pas au 3e. Prenons les infrastructures par exemple, car vous avez parlé à beaucoup d'entreprises industrielles, qui seraient théoriquement, je suppose, bien placées pour tirer parti de la construction en cours. Donc, qu'est-ce qu'elles vous disent? Où en sommes-nous dans le cycle plus large des infrastructures? Parce que je pense que nous en sommes au début. Donc, selon Steve, nous ne faisons vraiment que commencer cette tendance, et en ce qui concerne ce principal moteur économique qu'est l'investissement dans les infrastructures, Steve a noté 4 facteurs contributifs principaux. Je pense qu'il y a plusieurs thèmes qui se tissent dans les infrastructures. Donc, l'un est la relocalisation. Vous savez, le monde a passé 40 ans à créer une chaîne d'approvisionnement mondiale qui était incroyablement efficace, bon marché et déflationniste. Et il s'est avéré être ce que nous avons tous appris pendant le Covid, aussi très fragile. Donc, les entreprises ramènent des parties de leur chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. C'est une histoire, et nous en sommes comme à la 2e année. C'est un thème, et c'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur après la pandémie, cette idée de démondialisation. Le Forum économique mondial a résumé cette tendance parfaitement en disant que les perturbations récentes des chaînes de valeur mondiales, telles que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, les différences idéologiques croissantes et la transition verte, ont amené les gouvernements et les entreprises à reconsidérer les dépendances externes. Ils se tournent vers des partenaires plus proches de chez eux et de confiance pour des modèles de croissance plus résilients. Nous avons vu des tendances législatives comme le CHIPS Act encourager même la démondialisation de l'industrie des semi-conducteurs, ce qui a incité des entreprises comme Intel à construire de nouvelles usines de puces dans l'Ohio et TSMC à construire une nouvelle usine en Arizona. En résumé, les blocages et les problèmes géopolitiques encouragent les entreprises américaines à se replier sur la sécurité de leurs propres frontières. Donc, c'est le premier thème macroéconomique. Le deuxième thème est les centres de données, qui sont en partie une extension de l'IA, mais ils ont aussi des implications industrielles. Parce que, premièrement, les GPU que Nvidia et AMD vendent utilisent 3 fois plus d'électricité qu'un CPU. Et ils sont aussi incroyablement plus chauds, donc ils nécessitent beaucoup plus de systèmes de refroidissement que vous devez installer dans ces centres de données. Donc, encore une fois, c'est l'idée que tandis que les produits et services d'IA ne contribuent pas encore beaucoup à l'économie, la construction de cette nouvelle infrastructure en est un exemple classique. Voici Nvidia, bien sûr, c'est un peu biaisé à ce stade, mais leur hausse de 2% au cours des 12 derniers mois s'explique par une croissance vraiment impressionnante au 4e trimestre de l'année dernière. Et Nvidia a réalisé 12,24 milliards de dollars de chiffre d'affaires net au dernier trimestre, ce qui représente une augmentation de 169% d'une année sur l'autre. Ils réalisent des ventes comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais Nvidia ne vend pas ce logiciel IA du futur. Ils ne vendent pas les chats GPT du monde. Ils vendent le matériel que d'autres entreprises utiliseront pour créer leurs propres produits. Comme le note Steve, actuellement, l'IA est plus une infrastructure qu'un produit ou un service. Mais c'est un changement majeur qui en est encore à ses débuts. Donc il en profite. Cela nous amène au 3e thème, qui est l'amélioration du réseau électrique. Maintenant, le réseau avait besoin d'une amélioration auparavant en raison de toute la pression que nous exerçons dessus avec l'électrification, etc. Mais maintenant que vous ajoutez les GPU par-dessus, la pression sur le réseau est encore plus forte. Donc, vous savez, toutes les entreprises industrielles qui traitent avec les services publics dépensent une tonne d'argent pour améliorer leur réseau. C'est aussi un thème à très long terme et aussi assez tôt dans ces étapes. Donc, c'est le 3e facteur, le besoin d'amélioration du réseau électrique. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous le dire, les gars. Mais comme Forbes le note, les pénuries d'électricité sont devenues plus aiguës. Les pannes et les coupures de courant sont devenues courantes. Ce qui est particulièrement préoccupant, parce que cela confronte le pays juste au moment où Washington et plusieurs États poussent les voitures électriques et une augmentation de l'utilisation d'appareils électriques. Et j'ajouterai une chose à cette liste comme l'a fait Steve, les demandes en calcul sont en hausse, et comme l'énorme investissement du gouvernement, Steve note que c'est un domaine d'intérêt à la fois du secteur public et privé. Je cite, « L'administration Biden a annoncé l'année dernière qu'elle investissait 3,46 milliards de dollars pour renforcer la résistance et la résilience du réseau électrique américain, s'ajoutant à 4,7 milliards de dollars d'investissement du secteur privé. » Et puis, bien sûr, étroitement lié au réseau énergétique, il y a le 4e pilier des infrastructures de Steve, qui est l'averdissement de notre infrastructure énergétique et de transport. Et la dernière partie, c'est l'averdissement, qui est un thème de longue date, mais qui va continuer. Vous cochez les 4 cases et vous les turbochargez par le fait que les États-Unis n'ont pas eu de politique industrielle dans la vie de quiconque et qu'ils en ont maintenant une. La combinaison de l'IRA et de l'IJA représente environ 1,2 trillion de dollars sur 10 ans. Donc, cela va turbocharger les 4 thèmes dont je viens de parler. C'est pourquoi les infrastructures sont si intéressantes.
Et pour ceux qui ne connaissent pas les abréviations, l'IRA et l'UIJA font référence à la loi sur la réduction de l'inflation et à la loi sur les investissements en infrastructures et les emplois, connue sous le nom de plan d'infrastructure bipartite. Donc, vous avez une énorme dépense gouvernementale spécifiquement dans les infrastructures, comme l'a dit Steve, environ un 8 trillions de dollars au total, combiné aux autres changements infrastructurels que Steve a mentionnés auparavant, et c'est pourquoi il pense que ce sera un thème majeur sur les marchés financiers américains au cours de la prochaine décennie. Écoutez cette anecdote. Prenez une entreprise comme une entreprise plus récente. Ce n'est pas une entreprise nouvelle, mais c'est une nouvelle entreprise cotée appelée CR, qui est une entreprise de matériaux dont le siège est en Irlande, mais 75% de l'activité est aux États-Unis. Ils font des routes, du ciment, et tout ça. Et du côté commercial, les choses s'améliorent. Et elles s'améliorent en partie à cause de l'argent de l'IRA et de l'IJA, qui commence tout juste à être dépensé. L'une des choses qui a été dite lors de la conférence téléphonique par le directeur financier, c'est que c'est maintenant un âge d'or pour les infrastructures. Je n'ai jamais entendu personne dire que c'était un âge d'or pour leur industrie, mais il l'a dit. Donc, selon l'opinion de Steve dans l'ensemble, vous avez ces multiples facteurs qui semblent se mettre en place pour les infrastructures en ce moment. Il y a une dépense gouvernementale massive pour maintenir les gens employés et pour réparer les infrastructures vieillissantes aux États-Unis. Il y a une poussée soudaine de nombreuses entreprises pour développer de nouvelles technologies avec l'IA grâce au succès initial et à la puissance de ChatGPT. Il y a la transition en cours vers les énergies renouvelables qui nécessitent d'énormes investissements dans les batteries, la fabrication de véhicules électriques, l'éolien, le solaire et d'autres technologies d'énergie renouvelable. En même temps, toute cette production revient aux États-Unis au lieu d'être externalisée à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et c'est ce qui amène des personnes comme le directeur financier de série à déclarer ouvertement que nous entrons dans cet âge d'or des infrastructures. C'est pourquoi Steve fait ses devoirs dans ce secteur maintenant, de la même manière qu'il a fait ses recherches sur le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008. Voilà les opinions mises à jour de Steve, c'est ce qu'il regarde, c'est son point de vue sur l'économie pour cette année. J'espère que vous avez vraiment apprécié la vidéo, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous, sinon vous me reverrez dans la prochaine vidéo.